Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, Julia, et merci pour ce riche témoignage. C'est toujours difficile de passer après un témoignage, je trouve, mais je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir encore parler des résultats de cette recherche et partager avec vous l'expérience de 30 femmes qui, sous couvert de l'anonymat, ont pu exprimer ce qu'elles n'osent exprimer publiquement. Donc j'espère que cela vous donnera envie de lire cette thèse qui a été soutenue à l'Université de Genève et publiée aux éditions Antipodes sous le titre d'Invisible. Avant de commencer, quelques chiffres, mais je vais passer assez rapidement puisqu'on a déjà vu ça. Donc selon ONU-SIDA, 85,6 millions de personnes ont été contaminées par le VIH depuis le début de l'épidémie. En 2022, 39 millions de personnes vivaient avec le VIH et parmi les nouvelles contaminations, 46% concernaient des femmes et des filles. Et les régions les plus touchées restent l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes et l'Asie du Sud-Est. En Suisse, selon l'Office fédéral de la santé publique, en 2021, environ plus de 17 000 personnes vivaient avec le VIH, dont un quart sont des femmes. 318 nouveaux cas ont été enregistrés et la plupart concernaient des hommes. Les femmes sont principalement infectées par voie hétérosexuelle. Parmi elles, les tranches de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans sont les plus touchées. Le FSP désigne 3 groupes particulièrement à risque qui sont donc ciblés et la dénomination groupe à risque perdure chez nous. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi s'intéresser à des femmes ? Pour le comprendre, j'ai besoin de revenir sur la construction historique et sociale du VIH-Sida. Alors, je ne vais utiliser que 3 balises temporelles qui ont marqué les récits des femmes que j'ai rencontrées. Et cette histoire, vous la connaissez évidemment. Donc, au début des années 80, on parle d'une nouvelle et une mystérieuse maladie qui défie la communauté médicale. La création d'une liste de groupes à risque, très vite appelée le Club des 4H puis 5H, renforce la croyance que seuls les membres de ces groupes sont touchés. La maladie sera qualifiée à tort de fléau gay, cancer gay et donne une représentation de la maladie comme étant une maladie d'homme. Au début des années 90, afin de résoudre le dilemme des qualifications stigmatisantes, autrement dit pour désexualiser le sida, une analyse en termes de pratiques à risque, de comportements sexuels à risque et de situations à risque a été privilégiée. Cette deuxième construction sociale suggère que le risque VIH n'est plus assigné à une identité, mais à des situations ou à des comportements. Grâce à l'efficacité des traitements antirétroviraux, le contexte médico-scientifique change au milieu des années 90. Les trithérapies vont opérer un changement déterminant dans la vie des personnes, celles qui bénéficient des traitements évidemment, et elle devient une maladie chronique. Donc dans cette histoire, quelle est la place des femmes ? C'est une place qui est non seulement minoritaire en chiffres, mais également minorisée médicalement et socialement. Comme il a été déjà mentionné, elles sont oubliées, invisibles, sous-représentées dans les recherches et essais cliniques, leurs spécificités et besoins ont été occultés. Dans les années 90, une littérature féministe dénonce déjà cette absence et parle alors d'une épidémie invisible. Ou lorsque des études s'intéressent aux femmes, elles traitent des femmes considérées à risque de transmettre le virus et ciblent alors les mères, les travailleuses du sexe ou les femmes en situation de migration. Les conséquences de cette catégorisation sont qu'on a réduit cette problématique à quelque chose d'ordre reproductif et sexuel, et les femmes en dehors de ces groupes se pensent hors d'atteinte, ce qui les met à risque. On manque également de connaissances à leur sujet. Or, dans les faits, l'épidémie a touché tous les profils féminins. Partant de ce constat, je me suis demandé comment vit-on quand on est une femme qui n'appartient pas à un groupe cible en Suisse romande et surtout où les trouver. Je me suis dit qu'il y avait une porte d'entrée assez facile, c'était les médecins, puisqu'elles devaient être suivies médicalement. Donc une fois que j'ai eu ma commission d'éthique en poche, je me suis dirigée vers certains spécialistes assez convaincus de tenir un sujet en or, puisqu'il y avait une absence à combler.
Or, la réalité a été un peu différente et voici quelques extraits de ce qu'on m'a répondu. À quoi bon étudier des femmes qui ne représentent pas un risque épidémiologique, qui vivent bien avec le VIH, qui sont bien insérées socialement, bénéficiant de traitements et d'un suivi médical régulier? Bref, pour qui tout va bien. Qu'est-ce qu'une sociologue peut apporter sur ce sujet? Vous n'êtes pas médecin. Elle n'existe pas. Intéressez-vous plutôt aux hommes hétérosexuels, eux n'ont pas été étudiés. Donc on voit que c'était plutôt mal parti, mais je trouve que ces réponses sont intéressantes pour 3 raisons au moins, et en lien aussi avec la thématique de ce colloque. La première pose la question de qui détient le ou les savoirs légitimes. Un médecin me rappelle que je ne suis qu'une sociologue et que par conséquent ma connaissance ou ce que je peux générer comme connaissance n'a finalement que très peu d'intérêt, voire pas du tout. La deuxième raison, en lien avec la première, pose la question de qui a le droit de décider de qui mérite ou de qui peut être étudié ou de qui ne le peut pas. Nier l'existence d'un groupe pose problème et forcément c'est très bien pour invisibiliser un groupe. Mais surtout, si elle n'existe pas, alors il n'y a pas de problème. Et s'il n'y a pas de problème, alors il ne peut pas y avoir de solution. Et ça, c'est problématique et c'était important de le souligner. Enfin, la troisième raison, c'est que cela entretient leur invisibilité et leur manque de connaissance, voire de reconnaissance, ce qui a été au cœur de mon travail. Donc ces refus ou propos pas très encourageants m'ont convaincu qu'au contraire, il y avait non seulement un intérêt à les étudier, mais que c'était également important pour elles de rendre visible leur vécu, d'être prises en considération, comme le souligne une participante. On se base tout le temps sur des études avec des hommes, et il n'y a pas d'études avec les femmes. J'aimerais que ça change, parce que le visage du VIH, il est aussi féminin que masculin, donc il faudrait qu'elle soit plus prise en considération. Donc, qui sont-elles plus précisément et qu'ont-elles en commun ? Donc j'ai réalisé une étude qualitative et j'ai rencontré 2 fois les mêmes personnes avec un intervalle d'1 année. Entre 2013 et 2016, j'ai rencontré 30 femmes qui vivent avec le VIH en Suisse romande et qui n'appartiennent pas à des groupes cibles. Donc ils sont ni consommatrices de drogue, ni travailleuses de sexe, ni provenant d'un pays à haute prévalence VIH. Donc mes critères de sélection, c'était avoir eu un diagnostic positif au VIH avant l'an 2000 pour avoir une temporalité, puisque je me suis intéressée sur comment vit-on avec le VIH sur le long terme et cette non-appartenance à une catégorie cible. Au moment du premier entretien, elles sont âgées de 34 à 69 ans. 23 femmes ont été diagnostiquées positives au VIH avant l'arrivée des trithérapies, donc dans les années 80. Au moment du test, elles avaient alors entre 19 et 54 ans. La période de contamination et l'âge au dépistage sont des facteurs qui ont eu un impact important sur leur vécu. La plupart vivent en couple hétérosexuel. 12 femmes ont eu un enfant après leur diagnostic positif au VIH, certaines avant l'arrivée des traitements. En dépit de la diversité de leur profil, elles se rejoignent sur une spécificité commune. Toutes se pensaient hors d'atteinte de la menace du VIH. Le VIH ne me concernait pas. Ça concernait les prostituées, les toxicomanes, les homosexuels. Je ne rentrais pas du tout dans cette catégorie-là. J'étais tellement sûre que ça ne pouvait pas me toucher. Et ce hors d'atteinte, pas concerné, ça ne pouvait pas me toucher, s'est retrouvé dans tous mes entretiens, ce qui n'est pas étonnant à la lecture de ce que je vous ai présenté avant. Par conséquent, je me suis posé cette question. Comment vit-on avec le VIH quand on n'appartient pas à un groupe cible et dont l'expérience n'a pas été problématisée? Pour y répondre, j'ai construit leur histoire de vie avec le VIH autour de 3 chapitres qui se déclinent autour du verbe « devenir ». Le premier chapitre, que j'ai nommé « Devenir séropositive », traite de leur trajectoire identitaire et montre comment elles se sont construites une nouvelle identité avec le VIH et comment elles ancrent le VIH dans leur parcours de vie pour lui donner du sens. Ici, on voit que c'est plutôt la dimension intime, et ce chapitre aborde aussi les questions de violence sexuelle, qui est souvent un impensé aussi pour ce groupe. Le deuxième chapitre, Devenir indétectable, s'intéresse à leur trajectoire de soins. Le troisième chapitre, Devenir invisible, examine leur trajectoire sociale
et traite du stigmate et de la discrimination. Dans chaque chapitre, il y est question d'invisibilité et d'un manque de reconnaissance que je ne peux pas développer ici pour des questions de temps, mais je vais me concentrer sur le chapitre 2, puisqu'il illustre ce décalage entre savoirs médicaux et savoirs expérientiels des femmes. Donc, dès le début de cette recherche, j'entendais un discours dominant, principalement promu par le corps médical, qui disait, et qui dit toujours d'ailleurs, que grâce au traitement, il est possible d'avoir une espérance de vie normale, voire de vivre une vie normale avec le VIH. Donc, je me suis interrogée sur cette normalisation du VIH et ce statut d'indétectabilité, surtout sur ce qu'il pouvait révéler et produire de nouveau dans la relation médecin-patiente. En d'autres termes, est-ce que ces discours étaient en phase ou en contradiction avec le vécu des femmes interviewées? Par exemple, quand je pose la question « Que signifie être indétectable ?» pour les médecins interrogés, alors j'ai aussi interviewé des professionnels de la santé, des membres d'associations, des juristes et d'autres personnes. Donc, pour les médecins interrogés, être indétectable signifie que les traitements fonctionnent et qu'ils sont pris, qu'il n'y a pas de risque de développement de résistance et que les couples sérodiscordants peuvent avoir un enfant naturellement. Pour les femmes interviewées, être indétectable ne signifie pas se sentir bien ou être en bonne santé, mais davantage ne plus représenter un risque de contamination qu'elles traduisent par ne plus être monstrueuses ou dangereuses. Cela représente donc plus une condition sociale par rapport aux autres qu'un état physiologique, et c'est donc la représentation d'elles-mêmes en tant que contaminantes qui diminue et moins celle de contaminées. Pourtant, même si elles savent être indétectables, donc intransmissibles, la crainte de transmettre reste fortement ancrée, comme l'exprime Tina. J'étais sceptique. J'ai quand même des réticences à avoir des relations non protégées, même si j'ai un partenaire fixe. Je ne suis jamais 100% OK. Il y a toujours un petit quelque chose qui reste. De dire qu'on peut avoir des relations sexuelles sans préservatif, il y a toujours un doute sur le fait de ne pas contaminer une tierce personne. Et pour certaines, comme Paola, le risque de transmettre le VIH demeure apparié à une transmission de mort. Vivre avec le VIH signifie dans ce cas vivre avec l'empreinte indélébile de l'histoire d'une épidémie menaçante. Enfin, à l'opposé des médecins, pour certaines, l'indétectabilité n'est pas un objectif en soi. Mon but, ce n'est pas d'être indétectable à tout prix. Le but, c'est de vivre le mieux possible. Je ne veux pas battre de record. De toute façon, on ne peut pas le tuer. Ça ne sert à rien que je prenne des médicaments qui me tuent pour faire soi-disant disparaître un inconnu qui ne disparaîtra jamais. Ainsi, si pour les médecins une virémie indétectable définit une position de normalité, pour les femmes interviewées, c'est la façon dont le virus et les traitements affectent leur quotidien et leurs relations sociales. Ce qui m'amène à vous parler des traitements. Donc, je résume très vite ici. Il y a 3 profils qui se sont dessinés. D'un côté, des femmes s'en remettent à la science médicale, elles prennent leur traitement rigoureusement. À l'opposé, quelques femmes se disent anti-médecine allopathique et se soignent naturellement. Entre les deux, il y a celles qui acceptent, puis doutent, arrêtent et reprennent les traitements. Elles adoptent une réponse au VIH moins biomédicale, moins rationnelle et davantage intuitive et signifiante pour elles. Je précise que certaines passent d'un profil à un autre suivant les événements de vie et typiquement le vécu d'une situation discriminante peut avoir un impact sur la gestion des traitements. Les raisons évoquées pour refuser les traitements sont leur toxicité à long terme sur l'organisme et leur interaction avec d'autres traitements. Le corps traité devient un corps douloureux et usé à long terme. Si pour les participantes, ce sont les traitements qui les épuisent, pour les médecins, comme elles l'affirment, ce n'est jamais la faute des traitements. Elles déplorent ne pas être considérées ni prises au sérieux par les spécialistes qui voient dans leur doléance, interprètent-elles, un risque systématique d'interruption de traitement. Pour celles qui résistent, concrètement, que font-elles? Leur résistance se manifeste par des pauses, des oublis ou des réductions de dosage. Ces stratégies traduisent soit une stratégie de combat contre le virus, soit une stratégie de désintoxication du corps. L'inobservance des traitements est à considérer non pas comme un refus de se soigner, mais au contraire, comme une volonté de se soigner mieux, renforcée par la certitude d'agir au mieux pour sa santé. Certaines interrompent leur traitement volontairement afin de tromper le virus pour mieux l'attaquer par la suite. D'autres pour reposer leur corps.
une participante interrompt son traitement jusqu'à ce que sa virémie remonte pour lui prouver que les traitements sont efficaces et nécessaires. Les pauses sont également ont lieu quand des oublis fréquents se manifestent et sont interprétés comme un rejet du médicament par leur corps. Tous ces oublis ne sont pas dus à la lassitude des trithérapies sur le long terme, mais à une écoute et à une interprétation du langage d'un corps fatigué, d'un mental perturbé ou d'un changement momentané d'habitude comme un départ en vacances. Par ailleurs, les participantes ayant comme traitement une seule pilule par jour adoptent également ces stratégies, preuve que d'autres facteurs interviennent. Par cette remise en question de l'expertise scientifique, ces participantes illustrent qu'avec le temps, elles ont su construire un savoir personnalisé sur le fonctionnement du virus et des traitements, puisqu'elles adoptent ces stratégies depuis plus d'une dizaine d'années. Or, si au fil du temps, ces stratégies ont prouvé qu'elles fonctionnent, elles ne sont ni validées ni reconnues par les médecins. Par conséquent, les indicateurs biologiques sont non seulement devenus des pièces maîtresses de la relation médecin-patiente, mais également une norme de l'aller bien. CD4 et virémie détermineraient si une personne va bien ou si elle va mal, disqualifiant au passage sa parole et son ressenti. En effet, comme le font remarquer la plupart des participantes, si les bilans médicaux sont bons, souvent le reste ne suit pas. Et le reste, si important pour les principales concernées, est souvent délaissé par le corps médical. Ces indicateurs transforment également les relations avec leur entourage, devenus des médiateurs sociaux. Sous-entendu, puisque les résultats sont bons, la personne va bien. Le dommage collatéral de ces bons indicateurs résulte du fait qu'ils réduisent la légitimité, le vécu et le ressenti des personnes concernées, surtout lorsque le virus est invisible. Comment dès lors prouver par les mots des douleurs éprouvées mais que des tests ne montrent pas? Il y aurait une tension entre l'interprétation d'un résultat médical bon et le ressenti des personnes concernées. D'ailleurs, ce statut intermédiaire, ni malade ni en bonne santé, fait qu'elles vivent en situation de liminalité, une vie en parallèle comme certaines la qualifient. Et dans cette condition hybride, la difficulté majeure apparaît tant personnelle, vivre avec un virus sans symptômes, qu'interpersonnelle, ne pas réussir à communiquer sur son état, sur sa condition, sur ses douleurs. Cette non-maladie peut même être culpabilisante pour certaines, qui n'osent pas se plaindre, surtout lorsqu'elles se comparent à des personnes atteintes d'un cancer, par exemple, et dont les effets de la maladie sont visibles, comme l'exprime Valentine. Enfin, certaines trouvent que ce discours biomédical banalisant sur le VIH est dangereux et génère un faux sentiment de sécurité. C'est aller trop loin dans la banalisation. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur des gens qui ont le VIH, mais de là à aller si loin dans l'autre sens, ça me semble dangereux. C'est comme s'il n'existait pas et qu'il ne pouvait pas nuire. Il y a quand même pas mal de personnes qui l'attrapent encore. Le milieu médical le banalise, je pense que c'est dangereux. Pour la majorité des interviewés, cette banalisation transforme le VIH en quelque chose de simple, minimisant les conséquences biologiques et sociales sur la vie des personnes concernées. Et je vais m'arrêter là pour conclure. Pourquoi s'intéresser à des femmes ? Parce qu'elles manquent de visibilité. Et c'était un des objectifs de cette thèse, rendre visible le vécu d'un groupe inhabituel et absent dans l'histoire du VIH-Sida. Comme on l'a vu dans l'histoire épidémiologique, les femmes interviewées n'ont pas été reconnues comme un groupe pouvant être concerné par le VIH. Presque 40 ans plus tard, elles n'auraient toujours pas les qualités requises pour l'être. Donc, elles ont dû se construire avec le VIH sans modèle spécifique, ne se reconnaissant pas dans les représentations catégorielles des personnes vivant avec le VIH, mais elles n'étaient pas reconnues également par ces modèles, comme on l'a brièvement vu auparavant. Par ailleurs, les connaissances médicales se basent sur des études réalisées sur des hommes et dont les résultats sont extrapolés sur des femmes, ce qui donne des dosages médicamenteux inadéquats, comme le pensent toutes les femmes interviewées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles adaptent le dosage. Ainsi, le modèle dominant dans le champ de la santé est un modèle masculin, un standard auquel les femmes doivent correspondre. Mais aussi étant hors radar, elles n'ont pas forcément eu accès à de la connaissance sur ce sujet pour elles-mêmes. L'une de leurs revendications concerne la prise en compte de la diversité des vécus des personnes vivant avec le VIH. En participant, elles souhaitaient prouver que cela concerne tout le monde, un message qu'elles aimeraient davantage voir relayé dans les médias, par les associations,
les médecins et dans les messages de prévention dont elles se sentent exclues. Des données manquent ou sont encore trop lacunaires pour comprendre la diversité des profils des femmes infectées au VIH en Suisse. Il est donc important de continuer à les étudier. En outre, elles continuent à être peu ou pas ciblées. Hors catégorie, elles ne sont toujours pas pensées à risque par les professionnels de la santé. Elles n'ont donc aucune raison de faire des dépistages, elles n'y sont pas encouragées. Dès lors, le risque d'un dépistage à un stade avancé existe, comme signalé par l'OFSP. Enfin, elles manquent de reconnaissance. Si à un niveau individuel, elles sont parvenues à transformer leur contamination en une ressource, à sublimer leur VIH, comme certaines le disent, et c'est ça aussi que cette recherche montre, cette réussite reste confinée à l'espace privé, puisqu'au niveau collectif, elles ne parviennent toujours pas à endosser le statut, entre guillemets, d'héroïne, survivante du VIH, prise au piège de structures qui les rendent invisibles, illégitimes et vulnérables. Or, elles apparaissent en demande d'une reconnaissance de leur spécificité en tant que femmes vivant avec le VIH différentes et porteuses d'une histoire singulière. Elles sont en attente d'une reconnaissance sociale qui s'exprime par le témoignage public, surtout pour montrer un autre visage de personnes vivant avec le VIH, mais cela reste encore difficile pour la plupart d'entre elles, principalement par peur du rejet, et comme on l'a vu aussi d'une expérience et d'un savoir vis-à-vis des médecins. Or, ces différentes formes de reconnaissance leur font défaut à plusieurs niveaux et pour diverses raisons. L'une d'entre elles, sur laquelle j'ai particulièrement insisté, concerne les cadres dominants dans lesquels elles sont toujours absentes et impensées. Et j'aimerais enfin terminer avec 2 citations qui montrent que malgré une normalisation médicale, on est loin d'avoir atteint une normalisation sociale, étant donné que les situations de discrimination sont encore bien présentes et dès lors un travail sur les représentations reste à faire. C'était les toxicos et les putes qui avaient ce VIH. C'était forcément des marginaux et les homosexuels. C'était les 3 groupes. Encore aujourd'hui, je le sens comme ça. Les parias qui chopent le VIH. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Ces clichés-là sont vraiment lourds et très pesants, et je ne suis pas sûre qu'en 2014, ils aient beaucoup changé. C'est lourd de te dire qu'à cause des représentations des gens, tu es amené à cacher quelque chose qui fait partie de toi. Il a toujours été présent dans toutes mes décisions. Au début, on préfère ne rien dire par peur de la stigmatisation. Aujourd'hui, je n'ai plus envie d'avoir peur. Ça fait partie de moi. Je ne peux pas l'éliminer en plus. On n'a plus envie de culpabiliser. Je vous remercie pour votre attention.